Amy Schumer s'est imposée comme l'une des humoristes les plus influentes de sa génération. Féministe revendiquée, star de la télévision américaine, voix majeure de la pop culture. Mais derrière le rire et le succès, les polémiques s'accumulent. Une trajectoire marquée par des accusations de plagiat, des prises de position controversées et une histoire traversée de débats persistants. Une question s'impose alors. Jusqu'où peut-on aller au nom de l'humour ? Entre défense de la liberté artistique, erreur assumée ou non, et lignes parfois franchies, le personnage s'est peu à peu complexifié. Icône féministe pour certains, symbole d'un humour qui dérange pour d'autres. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'humoriste / comédienne Amy Schumer qui fait parler d'elle malheureusement depuis déjà quelques années. Alors c'est une actrice, elle est beaucoup moins connue je trouve en France qu'aux États-Unis où il y a vraiment eu tout un buzz autour d'elle et là depuis quelque temps on parle de la chute méritée d'Amy Schumer. Je comprenais pas trop quand je voyais les articles titrer ça, je me suis dit qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors moi je l'ai découverte dans Crazy Amy il y a quelques années, mais surtout je l'ai redécouvert dans... Bref, vous avez compris, dans le film sur Netflix I Feel Pretty, que j'aime beaucoup et qui pourtant n'a pas eu de très bonnes critiques, on en parlera après. C'est de l'humour américain, quoi. Voilà, mais j'avais bien aimé ce film-là. Pour autant, quand je la voyais sur les tapis rouges ou lors de quelques interventions, j'avais pas un bon feeling avec elle, je vous le cache pas, je la sentais pas. Et vous savez que ça, je vous en parle souvent, quand je vous parle de célébrité, je vous dis que moi, je me fie à l'intuition et quand je sens pas quelqu'un, généralement je me trompe pas. Bon, je me suis déjà trompée dans ma vie, ça m'est arrivé, mais je me trompe pas. Et là, pour le coup, comme je vous dis, j'ai fait donc des recherches pour comprendre un petit peu pourquoi on parlait de chute méritée. Je comprends beaucoup mieux. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous raconter toutes les polémiques et son parcours. Amy Schumer est née le 1er juin 1981 dans l'Upper East Side de Manhattan. Son père était propriétaire d'une entreprise florissante de mobilier pour bébés et la famille était vraiment riche durant son enfance. Son père, Gordon, est un personnage bien connu, un homme irrévérencieux, à la langue acérée et peu sentimental, qui aime profondément ses filles et lutte contre la sclérose en plaques depuis 25 ans. Gordon apprécie aussi les femmes et l'alcool. Donc Amy écrit « Mon père n'était pas un ange, je sais qu'il a fait des choses répréhensibles dans le dos de ma mère. » Suite aux problèmes de santé de son père, l'entreprise familiale fait faillite et tous déménagent à Long Island lorsqu'Amy a 12 ans. Je suis l'enfant du milieu, donc elle a un frère et une sœur, alors j'essayais de détendre l'atmosphère du genre rions-en, rions du fait que la banque saisisse la voiture de papa. Et par rapport à cette période-là, on a le rabbin Jeffrey Salkin qui se souvient d'Amy, qu'il a connue lorsqu'elle était préadolescente à l'école religieuse, et dans un billet de blog personnel pour le Religious News Service, ce rabbin écrit que les Schumer étaient très impliqués dans la vie juive. La mère d'Amy siégeait au conseil d'administration de la synagogue et présidait le comité d'éducation. Ce rabbin Salkin a célébré la bar mitzvah du frère aîné d'Amy et il décrit Amy comme une enfant douce et drôle qui posait souvent des questions pertinentes et humoristiques à l'école religieuse. Amy Schumer a atteint le sommet de la conscience populaire américaine, déclare-t-il. C'est assez remarquable, elle y est parvenue grâce à sa façon naturelle, originale et d'une honnêteté désarmante, tout simplement en étant elle-même. J'ai adoré Crazy Amy. Au collège, Amy a pris conscience de son goût pour l'humour, comme elle l'a confié plus
plus tard. J'adorais les garçons un peu impertinents, je voulais juste faire des canulars téléphoniques et regarder SNL. J'étais attirée par tout ce qui était drôle et aucune de mes autres amies n'aimait ça. J'ai trouvé des garçons qui appréciaient ce genre de choses et nous sommes devenus proches. 3 ans après leur déménagement à Long Island, les parents d'Amy divorcent et dans toujours son essai de recueil qu'elle a publié bien plus tard, elle raconte cet épisode-là. C'est sa mère, Sandra, qui lui a annoncé qu'elle quittait son mari, donc leur père, Gordon, car elle était tombée amoureuse d'un autre homme, le père de la meilleure amie d'Amy. Donc sa mère déménage à Baltimore dans le Maryland avec ses 3 enfants et c'est là-bas, d'après ses propres mots, qu'Amy se construit une carapace grâce à l'humour. Au lycée, elle recevra régulièrement le prix de clown de l'année et de pire cauchemar des profs. La personne sur laquelle elle a toujours pu compter, c'est sa petite sœur, Kim, qui deviendra plus tard son manager de tournée et producteur associé sur Crazy Amy. Et elle déclare « Je ne veux pas paraître folle, mais elle est mon pilier. Elle me permet de m'amuser, de rire et de garder les pieds sur terre. Elle donne du sens à ma vie. Je l'adore. » Côté vie privée, durant cette période, Amy raconte aussi avoir perdu sa virginité avec un petit ami qui a abusé d'elle une nuit alors qu'elle était à moitié endormie, sans me demander la permission, sans m'embrasser, sans même me regarder dans les yeux, ni même vérifier si j'étais réveillée, se souvient-elle. Elle confie ensuite qu'après ses excuses le lendemain, elle a fini par le réconforter. J'étais déconcertée par son geste, mais le sentiment dominant était que le garçon que j'aimais était bouleversé et que je voulais l'aider. J'avais 17 ans et je voulais plaire à mon petit ami. Elle révèle également des détails choquants sur certaines de ses relations passées, notamment la description d'une relation abusive, tant physiquement que psychologiquement, qu'elle a subie au début de la vingtaine. Et dans ce livre toujours, elle raconte que son petit ami la bousculait violemment lors de leur dispute, la faisant tomber et critiquait régulièrement son physique. Pour surmonter toutes ces épreuves, Amy se réfugie donc dans l'humour. Elle poursuit des études de théâtre à l'université de Towson. Après son diplôme obtenu en 2003, elle est retournée à New York où elle a continué à étudier le théâtre au William Esper Studio de Manhattan. Elle a travaillé aussi comme serveuse pour subvenir à ses besoins. Environ 1 an plus tard, elle ose se lancer dans la comédie. Le jour de ses 23 ans, elle fait ses débuts sur scène au Gotham Comedy Club devant un public composé notamment d'amis et de sa mère. Donc là, elle bascule du théâtre vers le stand-up. Elle enchaîne les spectacles dans les clubs new-yorkais en commençant par des bringers. Alors, bringers, c'est en fait, il faut amener des spectateurs pour avoir une chance de monter sur scène. Puis elle a gravi les échelons jusqu'à se produire dans des salles plus importantes et gagner suffisamment d'argent pour se consacrer pleinement à l'humour. Comme l'a dit un jour Terry Gross, animateur de l'émission Fresh Air sur NPR, le personnage de Amy sur scène est celui d'une femme célibataire, séduisante, issue de la classe moyenne et instruite, un peu provocante. Un thème majeur de ces spectacles est le sexe. En parler, l'analyser, explorer ses bizarreries et une grande partie de son humour est vulgaire. Mais c'est le personnage qu'elle a créé. Alors oui, Amy est d'accord avec la description de ce Terry Gross. Elle dit « Je pense avoir eu une vie sexuelle débridée et je pense que beaucoup de femmes l'ont été. » Et elle ajoute que personne ne s'en offusquerait si un homme agissait de même. Et j'aime en parler pour que ces femmes se sentent moins seules et moins mal à l'aise avec leurs propres agissements. Son apparence saine, blonde aux yeux bleus, est devenue malgré elle un élément de son personnage, car elle déconcerte les fans, du moins au premier abord. Ils voient une photo de moi et se disent « Oh, elle a l'air gentille, elle a un petit air amiche, on devrait venir avec la famille, je parie qu'elle ne parle que de shopping », alors que pas du tout. Sa première apparition à la télévision a eu lieu dans un épisode de l'émission Live at Gotham sur Comedy Central, qui mettait en vedette différents humoristes dans une salle mythique. Et en 2007, Amy participe à la saison 5 de Last Comic Standing, une émission de télé-réalité de NBC, un peu à la manière d'American Idol, où des humoristes s'affrontent pour remporter $250 000 et une émission spéciale animée par Bill Bellamy. Amy termine 4e, mais cette visibilité nationale lui a été précieuse car elle a pu toucher un large public et devenir une invitée régulière de la chaîne. La même année, elle cofonde la troupe de théâtre The Collective et part en tournée tout en continuant à se produire le plus souvent possible dès qu'elle le peut à New York. Et en 2008, elle termine 2e de la parodie d'émission de télé-réalité Reality Bites Back,
présenté par l'humoriste Michael Ian Black. Et au cours des années suivantes, Amy écume les clubs de comédie, assurant les premières parties d'artistes de renom tels que Dave Attell et Jim Norton et présentant quelques-uns de ses propres spectacles. En 2010, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'elle joue dans sa propre émission spéciale d'une demi-heure, Comedy Central Presents, et la même année, elle co-anime avec Mark Hoppus de Blink 182 l'émission A Different Spin with Mark Hoppus sur Fuse. Les années de tournée d'Amy ont abouti à son premier album Cutting, qui sort en 2011, un LP audacieux contenant des blagues telles que « J'ai enfin couché avec mon amour de lycée, maintenant il s'attend à ce que j'aille à sa remise de diplôme ». En 2011, elle fait un tabac lors du Comedy Central Roast de Charlie Sheen et en 2012, elle revient en tant que l'une des humoristes les plus en vue du Comedy Central Roast de Roseanne Barr. Côté vie privée, elle a une brève relation avec la star de la WWE, Dolph Ziggler, avant de rompre en 2012 par SMS. Et elle déclare « C'était trop athlétique, il me faisait tournoyer comme un Harlem Globetrotter ». J'ai pas la ref en français, peut-être qu'en anglais américain ça veut dire quelque chose, mais bref, vous avez saisi l'idée. Elle fréquente également Anthony Jeselnik, également humoriste et membre de l'équipe de Comedy Central, de façon intermittente jusqu'en 2013. À cette période-là, elle fait parler d'elle pour un moment très maladroit à l'encontre de Steve O, star de Jackass, où elle lui présente ses condoléances pour la perte de son ami Ryan Dunn. And Steve O is here. Steve O, great try. Steve O! But I truly am, no joke, sorry for the loss of your friend Ryan Dunn. I know you must have been thinking it could have been me, and I know we were all thinking, why wasn't it? Thank you. Oh, Mike, stay away from... C'est une intervention qui n'est pas passée et qui a refait surface plus tard quand Amy justement a commencé à se manger beaucoup de backlash. Donc, après avoir fait les beaux jours de la chaîne Comedy Central en officiant dans des émissions humoristiques, Amy fait ses premiers pas dans le monde des séries télé. Le cinéma lui tend également les bras et Amy fait son petit bonhomme de chemin en jouant dans des productions indépendantes comme Price Check aux côtés de Parker Posey ou Sleepwalk with Me, qui raconte l'histoire d'un comédien de stand-up. Elle apparaît également dans la comédie dramatique apocalyptique Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, où elle donne la réplique à Steve Carell et Keira Knightley. Elle retourne ensuite sur le petit écran pour prêter sa verve comique dans Louis et Girls. Et en 2013, sa notoriété grandissante et son talent comique incite la chaîne Comedy Central à lui commander une série basée sur sa propre personnalité, Inside Amy Schumer. Elle prend le projet à cœur et pousse très loin la caricature. L'émission cartonne sur Comedy Central, attirant environ 1 million de téléspectateurs par épisode, et l'émission progressivement conquit un large public au cours de ses 2 premières saisons. Elle attire aussi des médias comme étant l'émission la plus féministe de la télévision, mais c'est surtout lors de sa 3e saison qu'elle fait un carton sur Internet et chaque semaine, la toile s'enflamme à la lecture du dernier sketch d'Amy Schumer. Plusieurs raisons président au succès de cette série. La première étant imputable à une prise de parole radicalisée, ouvertement féministe et relayée par des invités de prestige comme les actrices Patricia Arquette ou Tina Fey. Cette comédie à sketch tournée à New York est ponctuée d'interviews d'anonymes et de captations de stand-up qui l'inscrivent dans une certaine tradition de sitcom personnifiée par son créateur, de Jerry Seinfeld à Louis C.K. Son écriture s'est ensuite étoffée et ses sketchs les plus populaires abordaient tous une thématique féministe, une parodie de Friday Night Lights où un nouvel entraîneur arrive en ville et annonce à ses joueurs de football qu'il n'y aura à leur grand désarroi plus de VIOL, une parodie de chanson de boys band intitulée Girl You Don't Need Makeup où les garçons sont horrifiés de découvrir à quoi ressemble une femme sans fond de teint, également une parodie de 12 hommes en colère. Ces sketchs étaient suffisamment mordants pour susciter l'enthousiasme de ses fans et les critiques de ses détracteurs. Mais une chose était sûre, elle était sur toutes les lèvres. Entre 2 tournages de son émission, elle filme également un autre spectacle en 2012, Mostly Sex Stuff, qui est le 2e spectacle
spectacle le plus regardé de Comedy Central en 5 ans, un spectacle de stand-up où s'élabore son personnage volubile de jeune femme au langage ordurier, avec une prédilection pour les sujets réputés ingrats ou intouchables, tels que la pédo, PHILIE, la pilule du lendemain, la semence sur le visage, désolé, il y a plein de mots que je peux pas prononcer, et sous des dehors polissés, elle pratique une transgression autodépréciative, selon les médias. À Hollywood, mes bras sont considérés comme des jambes, déclarait-elle. Son succès arrive aux oreilles de Judd Apatow, réalisateur très connu. Il y a quelques années, il avait fait Mes meilleurs ennemis en cloque mode d'emploi, et il a entendu une interview d'Amy Schumer dans l'émission de radio d'Howard Stern, et il l'a trouvée tellement drôle qu'il a immédiatement demandé à la rencontrer. Et donc après leur rencontre en 2013, Judd Apatow l'a encouragé à écrire un scénario et à jouer le premier rôle de son prochain film intitulé Crazy Amy. Crazy Amy, il se classe 2e au box-office, récoltant 30,2 millions de dollars de recettes, un total qui place assurément Amy dans le cercle très fermé des stars de cinéma de premier plan. Et dans le cadre de la promotion du film, elle est l'invitée de l'émission culte Saturday Night Live et son one-woman show mis en scène par Chris Rock, Amy Schumer, Live from the Apollo, est diffusé par la chaîne HBO. En 2015, toujours la même année, Amy est nominée pour l'Emmy de la meilleure actrice dans une comédie et Inside Amy Schumer a été nominée pour la meilleure série de sketchs de variété. Toujours en 2015, année de tous les succès, elle est l'invitée annuelle au gala organisé par le magazine Time, qui réunit donc les personnalités les plus influentes, où là elle se fait remarquer car elle a la drôle idée de feindre un malaise au moment où Kanye West et Kim Kardashian posent devant les photographes. Donc elle a raconté cette décision au magazine Time. « Je peux faire semblant de tomber ?» a-t-elle demandé à son agent. « Je ne peux pas t'en empêcher », a répondu la personne chargée de gérer sa visibilité dans les médias, mais la réaction du couple a été inexistante. Kanye a vaguement regardé vers le sol, mais on ne peut déchiffrer le moindre message sur son visage. Donc s'il a compris que c'était une blague, ça ne l'a visiblement pas fait rire, et s'il a cru que c'était une chute, il n'a pas non plus songé à tendre une main secourable vers Amy Schumer. Un bon regard méprisant lui a paru être la meilleure option. Kim Kardashian a quant à elle esquissé un vague début de sourire. Bon, si toutefois elle n'a pas compris la blague, elle l'a beaucoup mieux compris là récemment, lors de l'avant-première d'Allsfair, où Amy a reproduit cette séquence, donc elle s'est à nouveau vautrée devant Kim, et cette fois-ci on a eu droit à un large sourire de Kim. Petite polémique dans l'édition de juillet du magazine américain GQ, en 2015, Amy, un brin coquine, a posé avec différents personnages de la saga Star Wars, des clichés décalés qui ont séduit les lecteurs du magazine, mais pas certains fans, ni George Lucas, et encore moins Disney qui a racheté les droits. Donc tous se sont fendus d'un communiqué pour expliquer qu'ils n'avaient pas travaillé sur cette séance photo. Sur les réseaux sociaux, pareil, l'accueil a été mitigé. Mark Hamill, qui incarne Luke Skywalker, s'est déclaré très excité par les photos et à l'idée qu'il s'agisse là du casting de l'épisode 8. Certains internautes se réjouissent de cette parodie, d'autres prennent la chose très au sérieux. Bon, petite parenthèse sur la polémique GQ. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on la considère comme une féministe et effectivement, Amy affirme être une vraie féministe. Elle déclare « Je veux faire rire les femmes, je veux qu'elles se sentent bien dans leur peau, je veux leur donner du pouvoir, l'envie d'utiliser leur voix et de ne pas s'excuser. » Ses sketchs parlent d'ailleurs pour elle. Elle y pointe régulièrement du doigt la pression des médias sur le poids des femmes, celle des hommes qui rêvent d'une fille cool, qui aime la bière et le foot, mais qui soit super bien foutue. Et elle souligne aussi les différences entre les hommes et les femmes à Hollywood. On a Rolling Stone qui avait fait un très beau papier sur elle. Alors je vous cite un extrait de cet article. « Amy Schumer a du talent, Amy est drôle, Amy est féministe, très féministe, mais pas le genre de féministe qui vous fait la morale. Amy n'est pas comme ça parce qu'Amy est cool et qu'elle a une arme toute puissante, sa verve et son sens de la répartie incroyable. Militante, elle fait passer ses idées avec toujours beaucoup de
de subtilité, comme lorsqu'elle a décidé de s'adresser aux rappeurs obsédés par les fesses à travers un clip où elle leur rappelle que les fesses, c'est aussi pour faire popo. Amy Schumer fait du bien à l'humeur, au corps, à l'âme et au cœur. Donc ça, c'était l'article de Rolling Stone de 2015, mais ça va commencer à partir en cacahuète dès 2016, donc juste après. Donc déjà, elle ralentit le rythme. Il y a une 4e et dernière saison de Inside Amy Schumer qui est diffusée par Comedy Central, tandis qu'Amy double des personnages de séries d'animation cultes, BoJack Horseman, Les Simpsons, Les Griffins, Bob's Burger. Donc elle est l'humoriste féminine la plus populaire du moment. Elle a même remporté un Peabody Award. Elle est saluée comme une féministe pionnière, une voix pertinente sur les questions féminines et une personne d'une intelligence subtile. Elle figure dans le classement des 100 personnalités les plus influentes de 2015 du magazine Time. Ses paroles ont un impact. Aucune humoriste à ce moment-là n'est aussi populaire et médiatisée qu'Amy. Amie de Jennifer Lawrence, son film Crazy Amy a été nommé aux Golden Globes, aux Critics' Choice Awards, aux People's Choice Awards et aux Writers Guild of America Awards. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Mais le vernis va commencer à se craqueler, et ce, dès janvier 2016, où elle fait face à une accusation qui ternit son récent succès. On l'accuse de plagiat, de vol de blagues. Et le fait que les personnes à l'origine de ces accusations se soient depuis rétractées n'y change rien. On a 3 humoristes, Kathleen Madigan, Wendy Liebman et Tammy Pescatei, qui affirment sur Twitter qu'Amy leur a volé leurs blagues et les avait présentées comme les siennes. Bon, les tweets ont ensuite été supprimés, mais on a pu quand même en retrouver des traces sur certains sites. Ce qui m'a toujours sidéré, c'est qu'elle se prétend féministe alors qu'elle ne fait que plagier d'autres humoristes. Si on lui fait remarquer, on est jalouse ou on nuit à sa carrière. Très réussi. On veut que tu réussisses, mais fais-le avec tes propres textes. Au fait, elle m'a bloqué. Alors, voici un petit panel de tout ce qu'on a pu l'accuser d'avoir plagié. Maybe I'm old-fashioned, but I like it when the guy pays for sex. I mean that. I am a good person, I swear to you. Like, I'm very old school. I think the guy should always pay on the first date for sex. And So I get why poor people are fat. But Oprah, you're a billionaire. You have enough money to pay a man to stand there and literally slap shit out of your hand before you put it in your mouth. You could hire a full-time food slapper. Slap Chef. With Slap Chef. With Slap Chef. Then, before you can say Slap Chef, they knock it out of your stupid mouth. Slap Chef. Some people say, no glove, no love. However, quantum mechanics dictates. Okay, can you just put it on, please? Amy, you make me feel like an animal. Oh. Ooh. Ah. Ooh. Ah. Tu, 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 tu. Oh my god! No. Oh my. Ew, ew, ew. Oh my. Alright, enough! Donc comme je vous disais, les 3 humoristes principalement qui se sont plaints de plagiat, elles ont fini par retirer leurs accusations et Amy de son côté a déclaré qu'elle pensait que Pescatei cherchait délibérément à semer la zizanie avec ses tweets. Donc voici ses déclarations. Kathleen et Wendy me connaissent et ne croient pas que je ferais une chose pareille. Je pense que Tammy essaie de provoquer quelque chose. Je ne sais pas. Je pense qu'elle est contrariée. Le succès peut parfois perturber certaines personnes. Cependant, après la publication des commentaires d'Amy, Pescatei a utilisé Twitter pour réfuter les accusations selon lesquelles elle cherchait délibérément à provoquer des problèmes en déclarant « J'apprécie les éloges qu'on me fait en tant que cerveau, mais je suis avant tout une épouse, une mère et une humoriste qui travaille dur. J'ai à peine le temps de démarrer ma voiture. » La situation s'est envenimée. Toujours Pescatei s'est emporté sur Twitter et a commencé à se comparer à Martin Luther King Jr. Elle a ensuite comparé le plagiat présumé de Amy à des VIOLS
présumé commis par Bill Cosby, en déclarant « Au moins Cosby assommait ses victimes avant d'abuser d'elles ». Bon, après, elle a supprimé son tweet. Donc après que ses propos aient viré à l'absurde, elle est apparue dans l'émission Jim Norton Advice Show, où elle s'est excusée d'avoir évoqué Martin Luther King et d'avoir comparé Amy à un violeur en série. Mais le moment le plus fascinant de l'interview est survenu lorsqu'elle est revenue sur son accusation de plagiat. Elle a déclaré que les similitudes entre ses blagues et celles de Amy étaient probablement dues à une pensée parallèle. Et la veille, le 20 janvier, on a l'autre humoriste Liebman qui avait utilisé la même expression « pensée parallèle » dans un tweet comparant son humour à celui d'Amy. Donc on ignore si Liebman et Pescatelli ont discuté ensemble de leurs accusations contre Amy, mais il est quand même intéressant de constater qu'elles emploient toutes deux la même expression pour la disculper. Bon, Amy Schumer a nié catégoriquement les accusations dans un tweet du 20 janvier. « Je le jure sur ma vie, je n'ai jamais volé une blague et je ne le ferai jamais. » Donc voilà, pour les accusations de plagiat. Et rebolote en 2021, là je fais un tout petit bond dans le temps, parce que elle était invitée à l'émission Watch What Happens Live, et elle a nié encore avoir plagié une blague sur Leonardo DiCaprio qu'elle avait faite lors de son monologue aux Oscars. Donc les accusations de plagiat la poursuivent toujours depuis 2016, et lors donc des Oscars 2022, elle a ironisé sur DiCaprio avec la blague « Il a tellement fait pour lutter contre le changement climatique et laisser une planète plus propre et plus verte à ses copines. » Les internautes se sont donc demandé si Amy avait repris cette blague d'un tweet devenu viral en décembre 2021. Alors elle a tweeté « Ok, eh bien je tiens à préciser que je n'ai pas été personnellement sur Twitter. J'ai demandé à mon assistant de s'en charger, histoire de ne pas m'ôter la vie. Et puis cette blague a été écrite par Sully McCullough. Je vous remercie tous comme toujours de veiller à ce que je ne me lance pas dans le plagiat. Je viens de passer un test de détecteur de mensonges pour Vanity Fair et ils m'ont demandé, Dieu merci, avez-vous plagié une blague ? J'ai répondu non et le détecteur a dit c'est vrai. Alors on se calme, c'est dingue, je suis assez drôle comme ça, je n'ai pas besoin de voler quoi que ce soit. » Alors ça c'était pour la partie plagiat de blague. Maintenant on va parler de ce qui est blague raciste. Dans un tweet, elle avait publié posez vos torches avant de lire ceci, sinon vous risquez de prendre feu. Elle avait mis le lien d'un article et elle avait marqué en dessous « Croyez-moi, je plaisante, je ne suis pas raciste, je suis une féministe convaincue et j'aime tous les êtres humains. » Donc en fait, ce tweet, elle répondait à une chronique de Monica Acey dans le Guardian, et l'article globalement positif s'efforçait de rendre compte de l'année exceptionnelle que vivait Amy Schumer, mais concluait en affirmant que son humour, bien qu'intelligent, échouait sur la question raciale. Donc, je cite ce que disait l'article. Amy a un angle mort, choquant, concernant les questions raciales. Et donc cette Acey fait référence à une blague en particulier qu'Amy a faite au MTV Movie Awards en avril, où elle prononçait un monologue et a commencé à parler du film Gone Girl. Alors voici comment elle le décrivait. C'est l'histoire d'une folle blanche qui a fait ce que font toutes les latinas quand on les trompe. Et il y a encore une liste de quelques-unes des blagues jugées racistes. Rien ne fonctionne à 100% sauf les Mexicains. Avant, je sortais avec des hispaniques, mais maintenant, je préfère le consentement. Bon, alors Amy nie que ces blagues soient réellement racistes et invoque son statut d'humoriste, arguant que puisque la question raciale est taboue et qu'elle est une humoriste qui aborde des sujets tabous, c'est donc un sujet légitime. Vous pouvez dire que c'est un manque de sensibilité face au racisme ou de la paresse, mais vous avez tort, déclare-t-elle. C'est une blague et elle est drôle. Je le sais parce que les gens rient. Il y a aussi la polémique de la parodie de Formation. Quelques mois après la sortie de l'album Lemonade, Amy Schumer a publié une vidéo où elle fait du playback sur Formation avec Goldie Hawn, sa partenaire dans le film Snatched, et on a Wanda Skies et John Cusack qui apparaissent également dans la vidéo. Diffusée initialement sur Tidal, elle semblait donc avoir reçu l'approbation de Jay-Z et probablement de Beyoncé, mais presque immédiatement après la sortie de la vidéo, la polémique a enflé sur la toile. La plupart des critiques portaient sur le fait que, approbation ou non, Amy n'était pas en droit de parodier cette œuvre, car c'est une chanson tirée d'un album qui prône explicitement l'émancipation des femmes noires. Donc Amy a écrit un article entier en réponse. Elle dit qu'elle adore que
Beyoncé encourage les femmes à se mettre en formation et elle admire la façon dont l'album a rassemblé nous toutes et affirme qu'elle ne se moquerait jamais d'une vidéo si émouvante. Alors, voici toutes les critiques. Ensuite, autre bordel, toujours la même année en 2016, en mars, on a le magazine Glamour qui collabore avec Lane Bryant afin de mettre en valeur les femmes rondes et de promouvoir l'acceptation de soi. Le premier de 2 numéros spéciaux présentait Ashley Graham en couverture et comprenait d'anciennes interviews d'Amy Schumer, Melissa McCarthy, Lena Dunham et Christina Hendricks. Soumise à l'indignation, Amy a publié une photo du magazine avec la légende suivante « Je ne vois aucun mal à être ronde, ce sont de belles femmes en bonne santé. Aux États-Unis, la taille 46 correspond à une grande taille. Je fais entre le 36 et le 38. » Glamour Mag m'a mise dans son numéro spécial grande taille sans me consulter ni me prévenir et je trouve ça déplacé. Des jeunes filles qui voient mon physique et pensent que c'est ça, être ronde, qu'en pensez-vous? Pour moi, ce n'est ni cool ni glamour. Alors, un porte-parole de Glamour a rapidement démenti les rumeurs selon lesquelles le numéro ne concernait que les femmes rondes, précisant même que le magazine n'avait jamais qualifié Amy de ronde. Donc, je vous cite, d'abord et avant tout, nous adorons Amy et nos lectrices aussi, raison pour laquelle elle a fait la couverture de Glamour l'année dernière. Le titre de cette édition spéciale destinée aux femmes à partir de la taille 42 est simplement « Femmes qui nous inspirent », car nous pensons que son message passionné et engagé en faveur de l'acceptation de soi est une véritable source d'inspiration, tout comme celui des nombreuses autres femmes de toute taille qui y figurent. Ce numéro ne la décrit pas comme une femme ronde, nous sommes désolés si nous l'avons offensée de quelque manière que ce soit. Autant vous dire que cette histoire n'a pas suscité beaucoup de sympathie envers Amy, car beaucoup ont estimé que ses propos véhiculaient l'idée qu'être ronde était quelque chose de négatif et que par conséquent, elle ne voulait surtout pas être associée aux femmes rondes. Et on a même Ashley Graham qui avait mis son grain de sel en disant c'est quoi le problème en gros, et Amy qui avait dit mais rien du tout, je peux pas être dans la même catégorie que toi parce que t'es trop belle. Ouais, bon, elle rattrape ça comme elle peut. On arrive donc à 2017, on a son spectacle Leader Special qui sort sur Netflix et malgré une promotion intensive, les critiques sont mitigées. Ce spectacle d'1 heure regorge de détails sordides sur sa vie et ses fonctions corporelles. Elle a également établi des comparaisons entre son travail et celui de Malala Yousafzai, je ne sais pas si je prononce bien, désolé, lauréate du prix Nobel de la paix. Elle a même tenté d'aborder la question du renforcement de la législation sur les armes à feu, mais ses propos se sont perdus parmi les insultes proférées à l'encontre des personnes souffrant de troubles mentaux. Et le contenu semble tout droit sorti d'un spectacle d'il y a 3 ans. Donc ce spectacle a fait un peu un bide, on peut le dire. Par la suite, elle a encore fait quelque chose qui n'a pas plu. Elle a vertement réprimandé un fan qui avait payé pour venir la voir sur scène. Donc elle l'a réprimandé sur scène au sujet de l'élection présidentielle. Alors se moquer des candidats politiques est un thème récurrent du stand-up, il n'y a pas de souci, mais beaucoup ont estimé que Amy avait franchi les limites. Donc l'homme qui était monté sur scène avait lancé avoir voté uniquement contre Hillary Clinton. Donc là, Amy lui a dit « Ok, vous pouvez retourner vous asseoir ». C'était vraiment drôle d'entendre un type qui n'a pas l'air d'un psychopathe expliquer pourquoi il voterait pour ce monstre orange, agresseur S et menteur universitaire. Alors quand elle a sorti ça, le public l'a hué et au lieu de désamorcer la situation avec humour, elle a menacé de faire expulser les perturbateurs par la sécurité. Résultat, plus de 200 personnes ont quitté la salle et ils ont fait part de leur déception au Tampa Bay Times en déclarant « Je ne veux pas entendre ça ». On voulait passer une bonne soirée sans être distrait par la politique. Même année 2017, elle partage l'affiche avec Goldie Hawn pour le film Largué. Elle s'essaie aussi à un registre plus dramatique en tenant un rôle secondaire dans le film de guerre Thank You for Your Service. Et en 2018, elle revient en tête d'affiche pour la comédie I Feel Pretty avec Michelle Williams, que moi j'ai beaucoup aimé. On aperçoit même Naomi Campbell. On a reproché à ce film de ne pas assez prôner justement le body positif et d'être passé complètement à côté du truc. En fait, c'est une femme qui est donc ronde, on va dire, et un jour elle se prend un coup sur la tête et quand elle se voit dans le miroir suite à ça, elle croit qu'elle est trop bonne. Elle se voit avec une taille mannequin, enfin voilà quoi. Et du coup,
elle a une telle assurance en soi qu'elle se met à tout cartonner, à tout déchirer. Et la morale du film à la fin, c'est que elle reprend un coup sur la tête. Désolée, je vous spoil du coup, mais c'est pour comprendre le message du film. Elle se reprend un coup sur la tête et elle se revoit telle qu'elle est vraiment. Finalement, la morale, c'est qu'elle se rend compte qu'elle n'a jamais changé, que c'était elle qui avait eu une fausse perception d'elle à cause de ce coup sur la tête, donc qu'elle n'a jamais changé et que malgré ça, elle a réussi à accomplir plein de choses. La seule chose qui changeait, c'était qu'elle avait confiance en elle. Donc moi, j'avais bien compris le message du film et je le trouvais très sensé, donc j'ai pas trop compris les critiques là-dessus, je vous cache pas. Bref, toujours est-il que maintenant, de toute façon, dès qu'elle sort un film, c'est un navet. Elle a un contrat avec Netflix, donc elle a sorti plusieurs films. Depuis la polémique de 2016, tout ça, enfin les polémiques de 2016, maintenant tout ce qu'elle fait, de toute façon, ça fait un bide. Bref. Puis elle se marie la même année, en février à Malibu, avec Chris Fisher. Le duo est apparu même ensemble dans l'émission de Food Network Amy Schumer Learns to Cook et dans la mini-série de HBO Expecting Amy, qui retraçait sa grossesse difficile. On arrive à mars 2019. Amy Schumer, qui ne fait rien comme les autres, fait un shooting de grossesse. Donc elle en est à son 3e trimestre de grossesse. Et la comédienne et humoriste a accepté de poser nue, une façon de répondre une fois de plus aux critiques sur son physique et ainsi prôner la confiance en soi et le body positive, son cheval de bataille. Et en légende, elle écrivait « J'ai hâte de lire ce que les mâles blancs critiques ont à dire à propos de mon shooting de grossesse spéciale ». Elle avait même été très critiquée lorsque les gens avaient appris qu'elle avait auditionné pour jouer Barbie, qui a finalement été interprétée par Margot Robbie, mais il était effectivement question de caster Amy Schumer et la toile s'est enflammée en disant qu'elle ne répondait pas aux critères de beauté requis pour interpréter Barbie. Alors la même année, le 5 mai 2019, à 22h55, Amy a donc donné naissance à son premier bébé, Jean Attell, et en 2021, elle s'engage à sensibiliser le public à l'endométriose, une maladie qui a nécessité l'ablation chirurgicale de son utérus et de son appendice la même année. Effectivement, maladie dont on ne parle pas assez, on commence à en parler depuis quelques temps, mais pas assez. Ça, quand même, c'est une bonne chose. 2022, on a une nouvelle série sur Hulu, Life and Beth, qui est créée et en partie écrite et réalisée par Amy Schumer. Dans cette série, elle joue le rôle de Beth, une représentante commerciale pour un distributeur de vin de niveau intermédiaire à New York, que même son patron qualifie de médiocre. Une série drôle et triste, quasi autobiographique, qui est aussi une lettre d'amour à son mari Chris Fisher, chef cuisinier et agriculteur bio à ses heures, et sa co-vedette donc dans l'émission Schumer Learns to Cook. Le point fort de cette comédie romantique réside dans le fait que le protagoniste masculin ne possède pas les qualités habituelles d'un héros romantique. En effet, le mari d'Amy, modèle pour la série, est autiste. John ne sait ni chuchoter ni mentir, ce qui signifie qu'il a aussi la fâcheuse tendance à croire les autres sur parole. Il manque de tact, allant jusqu'à être obsédé par un bateau en plein enterrement. Le mari d'Amy n'a été diagnostiqué qu'après son mariage avec Amy. 2022, il y a cette série qui sort. Au moment même, en fait, où dès février, Amy sort quand même des choses, je trouve, assez embarrassantes. Elle évoque le manque d'intimité avec son mari, révélant qu'ils planifient leur rapport intime depuis la naissance de leur fils Jean. On le fait pour les anniversaires, on le planifie, déclare-t-elle dans l'émission The View. Il n'y a jamais cette ambiance qui fait que ça arrive naturellement. Est-ce que d'autres couples font ça? Donc elle continue, nous sommes mariés depuis 4 ans et c'est difficile d'avoir des rapports intimes. Donc ça c'est sur le plateau du Ellen DeGeneres Show et face au silence gêné du public, Amy précise, quand on est marié, c'est difficile d'avoir des rapports intimes parce que c'est votre famille, vous voyez ce que je veux dire? C'est mon contact d'urgence quand même. Je ne vais pas coucher avec lui. C'est dégoûtant. Mais on fait beaucoup de jeux de rôle parce que je choisis toujours le même rôle. Je fais toujours OK, je suis dans le coma. Et elle a mimé une personne allongée et inconsciente. Bon, grosse inspiration en tout cas pour son nouveau spectacle qui sort l'année suivante, intitulé Emergency Contact, donc contact d'urgence. Alors elle y évoque aussi sa grossesse difficile. Donc elle a souffert d'hyperémèse gravidique, une forme sévère de nausées et de vomissements pendant la grossesse. Et on arrive
arrive en février 2023, Amy utilise sa large audience sur Instagram pour faire campagne en faveur de l'opération israélienne et réclamer la libération des otages détenus à Gaza. Et au fil des semaines, elle a continué à partager du contenu que de nombreux internautes ont qualifié de propagande et de vecteur de stéréotypes néfastes. En effet, elle a partagé sur Instagram une bande dessinée, depuis supprimée, disant « Les Gazaouis n'abusent pas des filles juives qu'en cas de légitime défense. Fiers de nos martyrs abuseurs. » Désolée, je peux pas dire le mot en V. Alors l'amalgame entre les civils palestiniens et le Hamas a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux, tu m'étonnes. Et on a l'actrice Asia Jackson qui a publié sur X « Je trouve ça dingue que Bella et Gigi Hadid aient dû faire très attention à leurs propos alors qu'Amy Schumer déclare que les Gazaouis sont des agresseurs. » Alors, on a Amy Schumer qui a répondu à cette publication en disant « Est-ce que quelque chose que j'ai publié concernant le massacre de mon peuple vous a dérangé ?» Ce à quoi Asia Jackson a répondu « L'islamophobie et la généralisation concernant les habitants de Gaza, oui. Vous ignorez tout de l'histoire du peuple juif et du conflit. Merci d'avoir exprimé votre indignation. Je tiens à vous dire que je vous trouve antisémite. Un jour, quand vous comprendrez votre comportement, j'accepterai vos excuses. Et lorsque vous instrumentalisez cet échange pour vous mettre en avant et briller, vous vous dévoilez. » Voilà. Ensuite, on arrive en avril 2024. Dans une interview accordée à Variety, Amy indique clairement que bien qu'elle soutienne le peuple juif, elle désapprouve les positions du Premier ministre israélien controversé Benjamin Netanyahou. Donc elle déclare « Je désapprouve tout ce qu'il fait et les Israéliens que je connais ne partagent pas cet avis. Bien sûr, ce qui se passe à Gaza est révoltant, horrible et inconcevable et je ne pense pas qu'il soit acceptable de haïr qui que ce soit simplement parce qu'il est né juif. On est arrivé à un point où l'on ne peut plus prendre la parole pour défendre les autres juifs sans que certains y voient une critique des conditions de vie à Gaza. » Alors, un mois après le début de la guerre, elle avait aussi publié un extrait d'un discours passionné du militant des droits civiques Martin Luther King Jr., dans lequel il appelait à s'opposer à l'antisémitisme car c'est mal, c'est injuste et c'est un fléau. Et on a Bernice King, fille de Martin Luther King Jr., qui a réagi plus tard à la vidéo, affirmant que l'extrait de Amy ne tenait pas compte du passé de son père, qui luttait contre le racisme et militait pour la paix. Donc voici ce qu'elle avait écrit. Amy, mon père était bien sûr opposé à l'antisémitisme tout comme moi. Il considérait également le militarisme avec le racisme et la pauvreté comme faisant partie des 3 fléaux interdépendants. Je suis certaine qu'il exigerait l'arrêt des bombardements israéliens sur les Palestiniens, la libération des otages et que nous œuvrions pour une paix véritable qui inclut la justice. Fin du tweet. Et on arrive donc à février 2025, donc cette année, sort le film sur Netflix Kinda Pregnant, dans lequel elle joue et qu'elle a également co-scénarisé, où elle incarne une femme célibataire obsédée par les bébés qui fait semblant d'être enceinte. Bon, les critiques ont été très mauvaises et suite à ça, va nous parler de l'Ozempic. Donc elle révèle qu'elle avait rapidement renoncé à l'utiliser pour perdre du poids après avoir souffert d'effets secondaires provoquant des vomissements. Elle a toutefois confirmé avoir perdu 14 kilos très rapidement et avoir une mine superbe, mais a ajouté « Je n'arrivais même pas à lever la tête de l'oreiller, alors à quoi bon ?» Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle avait déjà partagé son opinion sur les célébrités qui utilisent des médicaments pour modifier leur poids. Donc c'était lors de l'émission Watch What Happens live d'Andy Cohen en juin 2023, où elle a accusé certaines de ses collègues de mentir au sujet de leurs injections hebdomadaires d'antidiabétiques pour maigrir. Donc elle avait plaisanté, tout le monde me dit des portions plus petites, fermez-la, vous prenez de l'Ozempic ou un truc du genre, arrêtez, soyez honnête avec les gens. Bon. Et bon, elle a perdu du poids effectivement, et là, en novembre dernier, elle a supprimé toutes ses photos d'avant sa perte de poids de son compte Instagram, tout en partageant de nouveaux clichés de sa silhouette amincie. J'ai supprimé mes anciennes photos sans raison, précise-t-elle. Donc il n'y avait plus rien, à l'exception de cette nouvelle publication. Donc oui, 14 kilos grâce à l'Ozempic, c'est, je trouve, assez désastreux quand même d'en faire la promotion tout en disant que c'est pas bien pour elle, mais qu'elle a perdu 14 kilos. Enfin, de toute façon, l'Ozempic, les gars, ne jouez même pas avec ça, quoi. Ne testez même pas. C'est
tellement dangereux. Si c'est vraiment pas pour le diabète, ne prenez jamais ce truc-là, quoi. Bon, elle parle aussi d'avoir pris Mounjaro après avoir une mauvaise expérience avec Wegovy. Elle en a donc testé des médicaments pour maigrir. Et là, le 13 décembre 2025, on apprend que elle et son mari, donc Chris Fisher, se séparent après 7 ans de mariage, et c'était une rupture annoncée depuis plusieurs mois par des sources. Le couple a mis en vente leur maison de Brooklyn et de la Nouvelle-Orléans. Elle a supprimé Chris de son compte Instagram, puis tout le reste. Elle va bientôt déposer une demande de divorce, mais c'est fini, terminé. Cette même source souligne également la suppression par Amy de ses anciennes photos Instagram comme étant un signe révélateur d'une rupture. Une autre source affirme que le couple, marié depuis 2018, n'était plus proche. Ils ont également affirmé qu'en raison du diagnostic d'autisme de Chris Fisher, ils ne comprenaient même pas ses blagues, ce qui nuisait à leur relation, car faire rire les gens est important pour elle. Bon, toutefois là-dessus, elle a voulu également mettre les points sur les i. Ce qui a fini par arriver entre Chris et moi n'a rien à voir avec la perte de poids ou l'autisme. Une autre source dit qu'avec ses ambitions professionnelles et son rôle de mère, elle n'a pas vraiment consacré assez de temps à son mariage pour que tout cela fonctionne. Mais c'est la vie qu'elle poursuivait et celle qu'elle a choisi de mener en cette nouvelle année. Elle a compris qu'on ne peut pas tout avoir et que son mariage en a le plus souffert. Maintenant, elle essaie de trouver des solutions, un jour à la fois. Et cette source a également commenté la récente perte de poids d'Amy en disant qu'elle souhaitait s'investir dans davantage de projets. Donc voilà les amis pour le parcours d'Amy Schumer. J'ai également vu sur Reddit, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, Reddit, voilà. Mais sur Reddit, j'ai vu 2 témoignages de personnes qui racontaient, alors il y en a une qui racontait que c'était son petit ami qui avait travaillé sur un tournage où il y avait donc Amy. Très mauvaise expérience apparemment, très hautaine, pas du tout agréable, pas du tout gentille. Et il y avait également un autre témoignage Reddit d'une fille qui disait la même chose également. Quand je repense au rabbin, ce qu'il disait d'elle quand elle était gamine, qu'elle était super douce, adorable et tout, est-ce que c'était le cas? Et dans ces cas-là, elle a pris le melon, elle est devenue imbuvable? Ou est-ce que ce rabbin, avec lui, elle était gentille, tout ça et... Bon, je sais pas. J'ai tendance à penser qu'elle a pris le melon, comme beaucoup, malheureusement. Par contre, s'il vous plaît, étant donné qu'on a abordé un sujet délicat avec Israël-Palestine, pitié, ne partez pas dans un débat dans les commentaires où vous allez potentiellement vous embrouiller, s'il vous plaît. Pas de ça ici. Je l'ai vraiment évoqué parce que ça a été une polémique majeure dans le parcours d'Amy, mais ne partez pas dans un débat là-dessus, hein. S'il vous plaît, c'est pas fait pour ça, pas sur cette chaîne en tout cas. Voilà, restez polis comme d'habitude entre vous, restez cordial. Malgré la gravité du sujet, voilà, s'il vous plaît, restez quand même modérés. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si vous ne connaissiez pas trop Amy. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la semaine entière de vidéos, mon cadeau de fin d'année. Et 26 décembre, Twitch. Pour ceux qui ne savent toujours pas que j'ai créé une chaîne Twitch, je vous mets le lien en barre d'infos et on commence le live de lancement le 26 au soir pour regarder ensemble la deuxième partie de la saison 5 de Stranger Things. Donc préparez les popcorn, venez me rejoindre sur Twitch, on va bien rigoler ou chialer, je sais pas. Bref, je vous fais des bisous. Ciao.